Darknoon a toujours été là. Ça va bientôt faire 9 ans que j'y joue. C'est toujours un petit peu compliqué pour nous de trouver, on va dire, l'essence des projets, dans le sens où c'est jamais, on va dire, on commence jamais en se disant on va écrire un film sur telle histoire ou tel perso, etc. Puis ça va donner, voilà, It's the Night. En gros, c'est vrai qu'on sortait de Jessica Forever, notre premier long métrage, qui était un peu, on va dire, l'opposé de tout ce qu'on demande en termes de premier long métrage. C'est-à-dire que c'était une espèce de film complètement fou, enfin, tout le monde disait une sorte d'ovni, et qui un peu, on va dire, capitalisait tout ce qu'on avait fait en court métrage avant. L'idée de base, c'est qu'en fait, tous nos films précédents, nos courts-métrages et même Jessica Forever, l'idée c'était de se servir du réel pour créer des territoires virtuels en fait. Du coup, en fait, c'était aussi un autre type de direction d'acteur, un autre type de narration, de récit, de personnage. Et là, on avait l'impression d'avoir été un peu au bout d'une logique, en tout cas avec Jessica Forever. Et on avait vachement de temps à retrouver ce qu'on allait raconter après en fait. De retrouver, de pas en faire juste faire des remakes de Jessica. En fait, histoire de groupe un peu de soldats ou personnages un peu orphelins en proie à la violence et qui cherchent à fuir quelque chose. Là, il y avait un truc où on s'est dit, en fait, on veut un ancrage réaliste, donc en fait, ça veut juste dire faire le film dans le monde tel qu'on le connaît tous. Et du coup, en fait, ce rapport-là, en fait, a créé une autre écriture, une autre direction d'acteur. En fait, de là a découlé tout plein d'éléments, en fait. Et on a recommencé à écrire pas mal de petits projets de courts-métrages, parce qu'on n'a jamais quitté le court-métrage avec Jonathan. Et je pense que là, It's the Night, en tout cas, vient de plein de petites histoires qui, en fait, au fil des mois, voire de 1 ou 2 années, en fait, se sont greffées en une. Et si je peux donner, on va dire, quelque part des points de départ sur cette histoire, je pense que la première chose qui est arrivée, c'est le personnage de Night. Il y avait un court-métrage où il y avait ce personnage-là, qui était assez énigmatique, une histoire d'amour avec Pablo, enfin... donc on va dire voilà, l'histoire d'amour en premier. Et la deuxième chose qui fait partie de la genèse du film, ça a été la fin des serveurs, la clôture des serveurs de jeux vidéo. L'idée du décompte de Darknoon, de l'annonce de la fin de jeu, c'était un truc qui était là dès le début du film. Parce qu'en fait, nous, on avait beaucoup vu avec Caroline, on avait regardé pas mal de fins de serveurs de jeux vidéo sur Internet. Et c'est un truc qui nous avait grave marqué parce que même moi, à la base, j'ai jamais vécu ça. Parce que moi, je viens plus d'un gaming qui est console et ce qui est très différent du gaming PC. Enfin, c'est presque deux philosophies différentes. C'est pas du tout la même façon de jouer et tout. Les mêmes communautés sont pas du tout soudées pareil. Et en tout cas, dans le truc de PC, moi, quand j'ai capté et que j'ai appris et que j'ai vu qu'en fait, des mondes pouvait se finir, quoi. Ce qui paraît un peu improbable parce que dans l'idée, tu te dis c'est du virtuel donc c'est éternel. Il y a un peu cette idée-là, en tout cas, de se dire ça ne cassera jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Et en fait, c'est aussi ce que, avec notre génération, en fait, tout ce qu'on est en train de découvrir de ces mondes virtuels, c'est qu'en fait, ils ont une fin de vie, quoi. Et même des fois beaucoup plus rapide que ce qu'on imagine. Et donc, en fait, on a été grave marqués par ces vidéos parce qu'il y avait vraiment des gens qui avaient vraiment, ouais, t'as l'impression qu'ils avaient mis leur vie à l'intérieur et leurs sentiments, et qu'en fait il y avait un truc où c'est comme si ça les effaçait, ça les éradiquait d'un coup. Ça leur sert à quoi de l'arrêter? Je sais pas, ils doivent se dire qu'il a fait son temps. C'est n'importe quoi. On avait envie presque de renouer avec quelque chose de plus classique, entre guillemets, du cinéma, peut-être de là aussi d'où on venait, avec une forme à la fois de thriller, de film un peu d'action, en tout cas. Et voilà, petit à petit, ça s'écrit comme ça. Et c'est aussi le premier film qu'on a imaginé dans le réel. On vient tous les deux du sud avec Caroline, enfin Caroline elle est corse. Moi je suis de Toulouse, on avait tourné tous nos films là-bas. Et en fait on s'était dit vas-y on veut changer. Et en fait on connaissait pas le Nord, tu vois, on n'a jamais mis les pieds et tout. Mais en fait c'est notre scénariste, c'est Guillaume Bréau, avec qui on avait commencé à écrire ce film.
Et en fait, lui, il nous avait dit, on était encore dans un truc où c'était assez abstrait, en fait, l'univers, l'espace et tout. Et il nous a dit, il faut un ancrage, justement, vous avez ce désir de l'ancrer dans le réel. Donc, en fait, il faut qu'on trouve une ville, une géographie précise. Et il nous a dit, le Havre, ça serait hyper bien pour vous. Et en fait, c'est lui qui nous a amenés là-bas. Et en fait, dès les premières heures, on a trouvé ça hyper beau. On s'est grave reconnu, on s'est dit, ça peut être un potentiel lieu de tournage. Donc après... chaque lieu que tu choisis, c'est aussi lié aux subventions, aux aides que tu as. Donc on ne savait pas encore si ça allait se valider pour pouvoir tourner là, mais en fait dès qu'on a pu, c'était trop cool. Il y a plein de gens qui ne reconnaissent pas que c'est le Havre, en fait. C'est hyper dur de savoir, parce qu'on aime bien filmer les lieux un peu nuls, quoi. Les trucs entre deux, un peu délaissés, un peu à côté, les zones un peu d'entre deux, quoi. Et du coup, c'est pas forcément des lieux très emblématique de la ville, quoi. Donc en fait je pense qu'il y a un truc où il y a un peu les 2 tours EDF qui sont sous là dans le film, qui sont même abandonnées elles, et qui sont un peu les trucs qu'on peut reconnaître si on est au Havre. Parce que même en fait la ville d'It's the Night, c'est 2 villes en fait. C'est le Havre auquel on a réellement tourné, et ça se passe au Havre réellement, mais en fait il y avait aussi Compiègne. Donc en fait il y a déjà un espace un peu magique, quoi, qui est créé par le cinéma, quoi. J'ai commencé avec la beurre au collège. Il y a un pote à moi qui faisait pousser en masse. Ça a bien pris, alors j'ai continué. Pour le coup, je pense que c'est un peu lié aux jeux vidéo, parce qu'en fait, souvent dans les jeux, il y a un truc où tu te téléportes d'un endroit à un autre. En fait, tu sais pas trop vraiment comment tu arrives, tu vois, dans les espaces. Dire, le jeu vidéo a toujours influé soit dans la narration, soit dans les personnages, enfin, les images même, etc., par le found footage. Donc il y avait vraiment cette envie-là on va dire, de le pousser à son maximum dans It's the Night, à travers le personnage d'Apolline, du coup, qui vit la fin de Dark Noon, ce jeu vidéo qu'elle joue depuis qu'elle a 11 ans, grâce à son frère qui l'a initié. Et c'était un peu aussi, voilà, une manière de se dire, là, on va presque affronter pour nous le boss final, on va créer un vrai jeu. Je pense qu'en se le disant sur le papier, on n'imaginait pas du tout ce que ça allait engendrer en termes de travail. Ça a été, je crois, plus d'1 an et demi de post-prod avec la prépa, etc. Enfin, ça a été vraiment titanesque pour 15 minutes à peu près dans le film, hein. C'est pas non plus énorme. Sachant que voilà, on reste quand même un film entre guillemets à petit budget pour un film français, on va dire, d'auteur. Donc, par rapport à nos références, on n'avait pas du tout... nos références, c'était Hideo Kojima. Donc, on savait qu'on n'avait pas les moyens des gros studios. Donc, c'est comment faire pour y arriver, etc. Donc, c'était une expérience folle. On a réussi parce qu'on a été entouré de gens extraordinaires qui nous suivent depuis plusieurs de nos courts-métrages, qui sont une toute petite équipe composée de Lucien Cranf et de Sarah Dibiza. Et je tiens à les citer parce que c'est vraiment des artistes qui nous ont accompagnés et qui sont plus jeunes que nous, mais qui sont un peu des autodidactes de l'ordinateur et qui apprennent à l'aide de tutos. Ils n'ont pas fait d'école de 3D ni de jeux vidéo. On a quand même essayé de définir, on va dire, un univers esthétique, qui est un univers, je pense, que tout le monde arrive à capter assez facilement, qui est celui de l'heroic fantasy. Quelque chose d'assez luxuriant, avec des symboles médiévaux, mais en même temps, on voulait qu'il y ait un truc assez pop dans les couleurs, assez fluorescent, etc. Donc c'était d'en faire quelque chose quand même d'un endroit où on se sente bien. Et on avait écrit chaque scène, en fait. Et donc pour chaque scène, on disait, on veut telle couleur de fleurs, tel arbre, telle couleur dans le ciel, quels sont les monuments, quelles sont les maisons, etc. Donc il y avait un peu l'idée de définir au maximum tous les éléments du décor. Donc ça, c'était une partie, on va dire, ce qu'on appelle environnement. Et à côté, on a travaillé avec un character designer qui, lui, s'est occupé de créer les personnages. Ce qui a été un peu presque le plus compliqué parce que, en fait, créer des caractères de jeux vidéo, c'est... quelque part, c'est faire un casting d'acteurs, en fait. Il faut que tu aies envie de les filmer et de les regarder pendant, je sais pas, 2 ans de ta post-prod, et puis après, ça va rester dans le film. Donc, il faut vraiment que tu les aimes à 2000%. Et donc, on a commencé à dessiner leurs costumes. Au début, on trouvait ça trop médiéval, on trouvait que ça manquait un peu d'un côté punk. On s'est dit, mais vas-y, en fait, on est en train de créer des personnages virtuels, il faut qu'on s'amuse. Enfin, on a une liberté immense là-dedans. Donc là, on a commencé à rajouter les pics, les chaînes, etc. Enfin, presque à sortir un petit peu du côté attendu de l'heroic fantasy
pour en faire peut-être un truc un peu plus punk. Ah ouais, c'est chaud. Quoi, c'est chaud? Bah, ton perso, là, c'est pas possible. Ah ouf, c'est moi le beau gosse du jeu, demande à ma soeur. Avec tes piercings qui te servent d'armure, là. Bah j'adore. On dirait un gogo dancer. Franchement, je crois que celui-là, je le baisse fort. En soi, on dit qu'on a créé un jeu, mais demain, les gens ils veulent y jouer, c'est pas jouable en fait. C'est comme de l'animation dans un long métrage. C'est juste que ça prend la forme d'un jeu. Et il y a quelques scènes qui sont jouables. Par exemple, l'intro du film, quand on voit les deux avatars jouer ensemble, c'est Jonathan et Lucien qui enregistrent l'écran et ils sont en train de jouer, mais des choses qu'ils ont, qui sont délimitées à une seule action, à un seul moment. Mais si demain le personnage y va trop loin, la map s'arrête et c'est fini en fait. Je connais le jeu par cœur. Apolline, pour moi, elle est tout à fait claire. Elle s'est pas perdue dans le virtuel. C'est juste qu'en fait, sa ville, elle la trouve pourrie, ça l'intéresse pas. Et en fait, elle a qu'une envie, c'est de se barrer. Et du coup, en attendant, le seul truc qu'elle trouve cool, c'est Darknoon, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle y est. Mais c'était pas un truc de dire ah attention, les jeux vont pervertir les jeunes et en fait les gens vont plus savoir si c'est le réel ou pas. Enfin, il n'y avait pas en tout cas essayer de sortir la morale des jeux vidéo qui est souvent plaquée voilà, par les gens, quoi. Enfin, tu vois, le truc ou même l'idée que les jeux aussi rendraient les gens violents, ce qu'on disait aussi du cinéma, enfin, et qui a été prouvé 15 000 fois qu'en fait c'est complètement faux. Mais ça, en tout cas, c'est un peu tous ces clichés des jeux vidéo, des films d'action, des films gore, qui rendent les gens violents. C'est une façon aussi de dépolitiser la question de la violence, parce que la violence, je pense que les gens ne deviennent pas violents parce qu'ils jouent au jeu, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'exclusion sociale et juste de regarder le monde et de marcher dans la rue qui te rend violent plutôt que de jouer à un jeu, quoi. Au fur et à mesure, plus le jeu avance vers sa fin, plus Apolline se plonge dedans et en fait l'avatar finit par lui ressembler, etc. Donc ça, sur le papier, c'était très simple à écrire. Dans la réalité, c'était une vraie tannée. Et sachant que, en fait, plus tu veux devenir réaliste dans de la 3D, plus en fait tu te retrouves dans une complexité à traiter les images. C'est comment dire, ouais, immense, quoi. Et du coup là, on est passé par de la mocap. Donc c'est un peu ce qu'on voit quand on voit les backstage de Avatar, des trucs comme ça. Donc voilà, là ils ont plein de petits points sur eux. Et donc tu as des caméras qui captent tous leurs mouvements. Et donc là, on a tourné 1 journée et demie, donc ce qui était assez intense. J'avoue, sur le moment, on n'était pas hyper à l'aise. On sortait d'un tournage de 2 mois au Havre et à Compiègne. On était dans la nature avec les acteurs, où ils pouvaient vraiment vivre pleinement tout ce qu'ils faisaient dans leur décor. Enfin, il y avait un truc une grande force du réel, en tout cas, autour d'eux. Et d'un coup, tu te retrouves dans un hangar avec 50 caméras, tes acteurs en combi. Et tu leur dis, mais imagine, là, il y a un lac. Et là, du coup, là, je voyais tout le monde perdu. Et c'était un peu triste, en vrai, à vivre comme fin de tournage. C'est quoi cette armure? T'aimes pas? Si, j'adore. On devait choisir des prises avec des points dans l'espace. C'est hyper dur, en fait, à se dire, mais comment ce sera au final? Et voilà, au fur et à mesure, il y a eu tous ces mois de post-prod et il se trouve qu'on est hyper content du résultat final. Mais voilà, ça a été un travail titanesque parce que personne n'avait jamais fait ça par le petit budget qu'on avait, les petites équipes. Mais on a réussi et on a été, en tout cas pour moi, on a été là où on avait nos attentes, en tout cas. Et je suis hyper contente quand je vois ces images de mocap, même si c'est toujours drôle, parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous disent en retour, oui, mais il y a un truc bizarre quand même. Il y a un truc bizarre quand tu vois les personnages, c'est eux, mais c'est pas tout à fait eux, etc. Et ça, c'est normal, on est en 3D, ce sera jamais eux, en fait. Toi, tu imagines quoi pour demain? Un putain d'écran noir. Apolline, c'est qu'elle, je pense qu'elle est vraiment... C'était un rapport au jeu où, en fait, moi, je pense qu'elle a un rapport au jeu que moi, j'ai eu plus jeune, en fait. En fait, c'était un espèce de truc de... Parce que moi, j'ai construit presque ma cinéphilie à travers les jeux, dans un espèce de truc des mondes ouverts, où, en fait, dans les jeux, il y a toujours la mission, mais en fait, c'est un peu un prétexte, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, en tout cas, en tant que gamer, quand j'étais plus jeune et tout, c'était vraiment d'aller
explorer le monde. Et en fait, que ça soit ça la mission. C'était presque pas le but d'y aller, mais c'est qu'est-ce que tu faisais entre-temps et aussi qu'est-ce que tu mets dans ton personnage d'intime. J'ai l'impression qu'Apolline, elle a vraiment ce rapport-là, en fait, un truc de recherche et d'errance, en fait, et presque plus poétique. Je pense qu'on avait cette envie aussi de parler d'une génération, en tout cas à travers le personnage d'Apolline, qui a grandi avec ces images-là et avec ces mondes-là. Et du coup, c'était pas tant de faire un combat entre réel et virtuel et qu'est-ce qui est mieux l'un que l'autre, c'était vraiment de créer comme un espèce de prolongement pour elle. C'est-à-dire que pour elle, le virtuel et Darknoon, en fait, existent tout autant, en fait, que son réel, en fait. Et c'est là où elle va vivre ses plus grandes émotions, où elle décharge sa colère, elle a même une espèce de prémisse d'amour aussi. Enfin, donc, pour nous, c'est presque comme une succursale de sa chambre. Night, c'est pas un joueur. En fait, il devient un joueur parce qu'en fait, il doit rencontrer quelqu'un, en fait. Parce qu'il doit aller parler à Apolline dans le jeu. C'est comme ça que sinon, il n'a pas ce rapport au jeu. En fait, il a un truc beaucoup plus calme. Pablo, lui, c'est un peu l'inverse. C'est que lui, il veut vraiment aller fort, vite à la mission et tout éclater. Enfin, il y a un truc de presque de puissance, quoi. Et là, tu fais toujours le saut. Hein? C'est toi, là? Là, tu fais toujours le saut, bâtard. C'est qui la petite pute? Pour nous, il y avait quand même l'idée, dans le caractère de Pablo et de comment il agissait dans le monde réel, que c'était la manière dont il jouait. En fait, c'était une brute. Pablo, il joue dans le réel, en fait. Les extasies, la moto, sa petite cabane, etc. Enfin, c'est son jeu à lui. Et là où, on va dire, là où ça se voit le plus, c'est à partir du moment où il apprend que Night est dans le coma, où là, il y a une espèce de suite d'action pendant 15 minutes, où c'est un peu un grand chelem pour aller jusqu'à l'épicerie, et c'est un peu son final, en fait. Ce que Théo, sur le tournage, nous a dit, après avoir foncé dans l'épicerie, alors c'est pas vraiment lui qui l'a fait, c'est un cascadeur, mais il a fait quelques prises où la voiture fonçait. Et il me disait, mais en fait, là, c'est comme dans GTA, et tu fonces dans un truc, puis là, tu as toutes les étoiles de shérif qui sont à ta recherche dans la ville, en fait. Et il y a un peu cette idée-là de passage de niveau, d'épreuves, etc. Donc là, il est dans son jeu, en fait, à lui, dans sa manière d'être, qui est celle de quelqu'un qui casse, qui tue, enfin, dans le virtuel, mais qui se répercute dans le réel. Mais c'était un peu aussi l'idée de faire un personnage très instinctif déjà. On aimait bien ce truc de chaque personnage dans le film a un rythme différent. Et je pense que Pablo avait ce truc un peu de personnage assez fou qui fait que aimer et en fait du coup qui réfléchit presque après. En fait lui il est vraiment instinctif et sanguin. Du coup il y a un truc où il va au plus fort de son désir et il y avait un espèce de truc comme ça de... Nous on avait montré au comédien Theo Scholby, on avait montré le film de... Panic à Needle Park avec Pacino, et que c'était un de ses premiers rôles, et du coup dans le film il était hyper speed, et il y avait un truc comme ça de... Où voilà, en fait c'est en voulant aimer tellement qu'en fait il se mettait à détruire. Je pense qu'en fait c'est des rythmes en fait, le film, c'est que des rythmes qui se rencontrent, et dès que Pablo disparaît du film, le film il s'apaise vachement en fait. Il y a un espèce de truc où le film se calme, et après c'est au moment où en fait il ressort, il rentre dans le film, que le film redevient une espèce de boule d'énergie. Mais il y avait un peu cette idée en tout cas de créer des rythmes différents et des états qui soient liés au personnage, quoi. Et c'était chacun avait sa façon de jouer en fait. Du coup c'était ça qu'on cherchait. Moi, j'aime bien me dire quand même que la scène où elle essaye le cosplay de son personnage, c'est presque pour elle une toute petite bascule, en tout cas, vers elle en tant que femme, en tout cas la manière dont elle se regarde. Il y a quelque chose de très étrange là-dedans, où en fait tu sens que c'est une ado, mais en même temps qu'il y a un espèce de regard qui est en train de glisser sur elle. Enfin, il y a quelque chose d'étrange dans ce personnage-là d'Apolline, même qui a un physique d'une jeune fille, en tout cas d'une adolescente,
Et en même temps, quand tu vois son avatar, qui est hyper sexualisé, enfin, quelque chose de, ouais, de très, je sais pas comment dire, de dissonant et même de perturbant, voire même de dérangeant en tout cas, parce que c'est vrai que plus elle devient réaliste, plus tu la vois elle avec son visage encore un peu poupon, et en même temps avec ses formes qui sont quasiment irréelles, parce que c'est des formes qui n'existent pas, c'est des formes du virtuel. Et du coup, voilà, on voulait travailler plus, je pense que, ouais, plus quelque chose de dissonant chez elle, en tout cas, dans son rapport au corps. J'aurais tendance à penser que c'est notre regard à nous d'adultes sur ça et que peut-être que la jeune génération a moins de problèmes avec cette représentation-là, en tout cas. Parce que Lila, on lui a souvent posé la question de qu'est-ce que ça lui avait fait de se voir justement en personnage virtuel, comme ça, en 3D. Et pour elle, il n'y avait pas vraiment de souci, en fait. Elle trouvait ça fun. En tout cas, elle n'avait pas de problème. Alors c'est vrai que moi, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu étonnée ou dérangée, ou parce qu'en plus, elle est assez dénudée aussi, donc je voulais pas... Mais en fait, elle était hyper à l'aise, et même le moment où on lui a mis son cosplay, moi, j'étais pas là, il y avait le costumier, et je savais qu'elle allait essayer le cosplay. Et du coup, j'ai appelé le costumier direct derrière, et je lui ai dit, alors, comment ça s'est passé? Il m'a dit, mais écoute... franchement, aucun souci, elle est à l'aise. Et c'est vrai que dans la maison, quand elle était avec son cosplay, elle faisait des allers-retours comme ça, il y avait toute l'équipe. Enfin, il y avait un truc où je pense qu'elle se sentait forte, en tout cas. Et où elle se sentait femme, elle se sentait forte. Et elle avait un truc de puissance et que le cosplay peut-être lui donnait de l'ordre ouais, du costume, en tout cas. Où, en fait, elle était plus Lila, elle était Apo 76, elle était un avatar. Et je pense que ce truc-là, elle a capté. Donc, elle arrivait à faire aussi un peu la part des choses. Et à pas tout mélanger. J'ai trouvé ça assez chouette. Ouais, du coup, de structurer le film par le décompte permettait en fait de relier tous les personnages entre eux, quoi. Parce qu'en fait, dans le film, chaque personnage apprend, enfin, à dire au revoir à quelque chose. Et même, on voulait que même le personnage de Louis, qui est un peu l'antagoniste de Pablo, en tout cas le personnage qui le mène à sa perte, à sa rencontre, il y avait un espèce de truc où même lui était en train d'apprendre à dire au revoir parce qu'on capte plus ou moins que son père ou son grand-père, on ne sait pas exactement le statut, mais est en train de mourir. Donc en fait, il y avait déjà un truc où en fait chacun quittait quelque chose. Et du coup, c'était ça qui les reliait, c'était qu'en fait, tous sont en train de quitter un truc. T'as soif? Ce qu'on aimait bien se dire, c'était que presque Louis et Ange étaient Pablo et Night dans une autre vie. En fait, il y avait un peu cette idée aussi qu'en fait, s'ils avaient grandi dans notre environnement social et tout, ils auraient pu être eux et avoir ces vies-là, tu vois. Et qu'il y avait un espèce de truc de presque un double d'un autre temps, quoi, d'une autre histoire. Siamo Savido. Il est où? Ce qui est compliqué avec ce It's the Night, c'est qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur et qu'on a quand même le temps d'un film qui est limité, en fait, tu vois. Et donc, en fait, il faut très vite décrire des personnages qui ne sont pas forcément les personnages importants du film, donc qui restent vraiment secondaires, mais quand même avoir envie de les filmer et avoir aussi accès un peu à une émotion de leur côté. Donc, en fait, je dirais qu'ils sont pas... sont plus... c'est pas, je dirais, cliché, c'est plus, en fait, qu'ils sont assez schématiques dans le sens où on sait très peu de choses d'eux, en fait. Et du coup, il y a un truc où, en fait, c'est à toi de l'investir. Le off, il y a très peu de backstory dans ce film, tu vois, enfin, on n'aime pas trop ça en général, même la façon de raconter des personnages par tout leur passé en faisant leur arbre généalogique, tout c'est pas un truc où on vient vraiment de là, en tout cas dans le cinéma. Et du coup, il y avait un peu ce truc de comment on les raconte, mais juste avec presque leur corps et en comprenant 2-3 choses de leur histoire, mais dans un temps très précis, donc il fallait aller hyper vite. Ok. T'es mort, mon pote. T'es mort.
Ça fait 13 ans qu'on fait des films ensemble, donc on a vraiment appris à réaliser à deux. Et du coup, Jonathan, il a une formation de monteur, lui, à la base. Et c'est vrai qu'il a quelque chose peut-être... Enfin là, il a commenté, par exemple, le film avec Vincent Tricon. Il a quelque chose de plus naturel, on va dire, sur le découpage, etc. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on fasse tout ensemble, c'est-à-dire l'écriture, le casting, même le découpage en amont. Enfin voilà, on en discute. Le montage, c'était très compliqué pour ce film parce que déjà, il y avait tous ces univers à mélanger, mais il y avait aussi une donnée essentielle qu'on n'avait pas, c'était le jeu vidéo. En fait, dès qu'on a commencé à monter, il n'y avait pas d'image de jeu, en fait. Ça arrivait très tard dans le processus, et du coup, pour un film qui parle de contamination entre ces deux espaces, on montait clairement avec des cartons, il y avait marqué la description de l'action, quoi. Donc en fait, il y avait un espèce de truc où c'était l'opposé d'un truc sensitif, quoi. Et du coup, en fait, d'arriver à créer la narration avec ça, ça a été hyper long. On a dû mettre le montage carrément en pause pour attendre les images. Et après, je pense que c'était un truc de confiance. Et avec Vincent Tricon avait déjà monté notre premier court, Tant qu'il nous reste de fusil à pompe. Après, on s'était retrouvés sur Jessica Forever. Et là, on avait carrément fait celui-là. Et en fait, l'idée, c'était aussi comme moi, lui, il est sa salle de montage, qu'on se retrouve souvent tous les trois avec Caroline et tout pour discuter de tout et tout. Mais que moi, j'avais aussi une salle de montage où je pouvais aller essayer des trucs des fois. Parce que moi, j'ai quand même aussi un truc où des fois j'aime bien, je sais pas parler, quoi. Du coup, j'ai juste besoin d'essayer et de chercher dans la matière pour trouver ce que tu veux raconter. Parce que souvent on sait exactement ce qu'on veut pas, mais des fois tu sais pas ce que tu veux. Et en fait, c'est en essayant de suivre ses instincts et de se dire c'est ça qui m'attire, que c'est comme ça que tu trouves ce que tu vas raconter. En tout cas, ce que tu voulais raconter, mais que tu n'arrivais pas encore à formuler, je dirais. Comme on avait l'ambition, je pense, à la base, avant de se rencontrer, d'être tous les deux réalisateurs, on n'a jamais voulu vraiment splitter les rôles, en tout cas sur le tournage. Et après, voilà, ça arrive que sur le plateau, il y en a un qui ait plus d'affinité avec un acteur ou qui soit plus à l'aise avec une scène, donc c'est lui qui va aller parler, ou c'est lui qui va aller parler au chef-op, ou des fois c'est moi, enfin, ou à la déco, enfin... On se répartit un petit peu des tâches, mais il y a quand même un accord à chaque fois qui se fait entre nous sur le moment. Et après, non, le gros de nos tournages, c'est vraiment la prépa. Et c'est là, en fait, où tout se décide. Et presque, on sort de la prépa, on est plus fatigué que quand on arrive en tournage, où on se dit « Ah, c'est chouette, on a enfin des vrais horaires et tout », parce que la prépa, elle est titanesque en général. Et en fait, on découpe tout à l'avance. Moi, je me mets dans chaque position d'acteur, donc pour savoir exactement là où ils vont être, du coup, ce que la déco a besoin de travailler derrière, qu'est-ce qu'on va éclairer ou pas. Et là, notamment sur ce film, on avait fait le choix, on avait demandé à Raphaël Van Den Busch, notre chef-op, qu'il n'y ait pas de projecteur. Donc en fait, c'est éclairé qu'en lumière naturelle, sauf quand il y a des nuits où là, il y a un peu des renforts à l'extérieur, etc. Mais c'est que de la lumière naturelle. On a besoin de beaucoup de matière pour monter, donc on est souvent à plus de 20 plans par jour, donc ça fait quand même des grosses journées. Mais voilà, cette prépa-là, en tout cas, dans notre travail en duo, elle est nécessaire. Parce que c'est là où en fait, on va tout discuter, les choix, et presque c'est souvent là où on a le droit de ne pas être d'accord, mais on a encore un peu le temps pour réfléchir. Et après, ce que ça change aussi sur un plateau, c'est que du coup, comme on est deux, on doit tout verbaliser. Du coup, l'équipe forcément entend autour. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez, on va dire, transparent avec tout le monde, où tout le monde est... Enfin, c'est très rare les moments où on va se mettre dans un coin pour discuter de quelque chose. Finalement, ça se fait souvent de manière assez fluide devant les gens, sans que ce soit, comment dire, pas une espèce de drame ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une conversation qui se fait de manière assez simple. Et voilà, et après, faire des films à deux, c'est quand même quelque chose d'assez génial, dans le sens où faire un film, c'est long. Un long métrage, ça peut être assez long et c'est vrai que c'est quand même chouette de se dire que tu partages aussi bien les moments, les beaux moments, comme les moments difficiles ou les moments de doute. Voilà, t'es jamais tout seul à vivre ça, donc il y a vraiment cet échange-là.
Nous, on est hyper à cheval sur, ouais, enfin, sur la forme, sur les choix des prises, sur les raccords. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc où il faut qu'on aime tout dans le film. Et ce qui peut être aussi un peu déroutant des fois pour les gens, c'est que faut qu'on soit content de tout à 100%. Donc en fait, il y a un truc où tout est discuté tout le temps et c'est aussi la force d'être trois en montage. C'est qu'en fait, il y a un truc où s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, ça va pas. Du coup, en fait, il faut tout le temps que ça discute hyper vite et du coup, on essaye plein de choses en fait. Et du coup, c'est assez perturbant parce qu'il faut apprendre à travailler avec nous deux qui sont déjà un couple dans la vie. Donc en fait, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je trouve que ce qui est assez agréable, c'est cette idée d'échange et de ne pas vivre ça justement tout seul, parce que je pense quand même que quand on veut faire du cinéma, avant tout, ça reste quand même une grande histoire collective, même avec l'équipe, avec les acteurs. Donc il y a vraiment cette envie, à chaque fois, à chaque nouveau film, de rencontrer des gens, de recréer à chaque fois un peu une idée d'une famille. Et déjà avec Jonathan, on est déjà, on va dire, un petit bout de cette famille-là. Et après, on laisse les gens se greffer à nous, on les invite à se greffer. Et je trouve ça assez génial de pouvoir partager, parce que c'est quand même un beau métier, en vrai.